Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va être le bilan lecture de tous les livres que j'ai lus dernièrement et j'en ai 4 à vous présenter. Le premier que je vous présente c'est Je suis l'abysse de Donato Carisi, publié aux éditions Calman Levy. C'est le dernier Donato Carisi en date qui est sorti il y a quelques temps. Si vous me suivez, vous savez que je suis une inconditionnelle de Donato Carisi qui est pour moi l'un des maîtres du thriller. C'est toujours un plaisir de retrouver sa plume. J'ai beaucoup aimé celui-ci, c'est peut-être pas mon préféré mais en tout cas j'ai passé un excellent moment de lecture. Alors pour l'histoire on va suivre 3 personnages principaux qui ont une petite particularité parce qu'ils n'ont pas du tout de prénom. Donc le premier est nommé l'homme qui nettoie. Il est un petit peu bizarre, il est un employé municipal de la ville en fait. Il ramasse un petit peu les poubelles. On va vite se rendre compte que parfois il ramasse et il garde certaines poubelles de certaines personnes, notamment des femmes plutôt âgées qui vivent seules, et il va complètement décortiquer les poubelles pour savoir un petit peu la vie de cette personne, savoir si elle est l'élu. On comprend assez vite que finalement cet homme c'est un peu un tueur en série puisqu'il tue toujours des femmes qui sont seules, qui sont âgées, qui sont isolées, en décortiquant, en essayant de comprendre leur vie à travers leurs poubelles. En parallèle de ça, on va suivre la chasseuse de mouches qui est une femme qui enquête et qui essaye de sauver les femmes battues. Et enfin, on va suivre aussi notre troisième personnage principal qui est la jeune fille à la mèche, Violette, qui est une adolescente d'une famille plutôt aisée, mais qui porte un lourd secret en elle, qui va vraiment mal. Elle n'est pas bien dans sa peau, elle n'est pas bien dans sa vie. Un jour, elle va tenter de mettre fin à ses jours, de se suicider en se noyant dans le lac de la ville. Sauf que l'homme qui nettoie, qui était en train de ramasser les poubelles aux alentours du lac, va s'apercevoir qu'elle se jette à l'eau et il va aller la sauver. Il va la sauver de la noyade et il va avoir le réflexe de lui mettre son mouchoir dans la bouche pour ne pas qu'elle s'étouffe avec sa langue. Sauf que dans ce mouchoir, il y avait son dernier trophée en tant que tueur en série. Il avait récupéré l'ongle de sa dernière victime qu'il avait empaqueté dans son mouchoir. Et donc forcément, ça va pas passer inaperçu pour, en tout cas, la chasseuse de mouches qui va se dire pourquoi est-ce qu'il y a un ongle qui appartenait justement à une victime, en tout cas un bras qui a été retrouvé démembré au fond du lac et qui est remonté à la surface, et donc elle va enquêter pour trouver qui est le tueur qui jette des cadavres dans le lac et pourquoi est-ce qu'un ongle s'est retrouvé dans la bouche de cette jeune fille qui a tenté de se noyer dans le lac. Est-ce que c'était le fruit du hasard ou est-ce qu'il y a autre chose? Donc voilà, elle va enquêter. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que justement ces 3 personnages n'ont pas du tout de prénom. Alors je sais que ça en a perturbé certains, mais moi j'ai trouvé ça hyper original. Ça crée à la fois un lien intime avec le lecteur, mais en même temps assez distendu. Ce sont des personnages qui sont mystérieux, qui sont ambigus, et ça j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'on est dans la tête de l'homme qui nettoie et on voit aussi des flashbacks de quand il était jeune, quand il était enfant, la relation avec sa mère, il a été maltraité, enfin voilà, il s'est passé pas mal de choses dans son enfance. Et on voit que ces 3 destins, ces 3 personnages sont liés finalement. Et j'ai adoré la révélation finale. Encore une fois, voilà, la plume de l'auteur, pour moi c'est une valeur sûre parce que ça se lit super bien, super facilement, c'est très fluide, l'intrigue elle est hyper bien ficelée. J'ai trouvé les thématiques abordées dans ce livre vraiment très intéressantes, notamment la violence faite aux femmes. Il y a aussi des trigger warnings sur la maltraitance, sur les enfants, sur le viol, le meurtre évidemment, puisqu'on est quand même avec un tueur en série. J'ai beaucoup aimé cet aspect très féministe de ce roman qui dénonce un petit peu les féminicides, etc. Donc c'était vachement bien et je trouve que Donato Carisi arrivait vraiment, même en tant qu'homme, à décrire ce que peut ressentir une femme face à la violence d'un homme. Enfin voilà, c'était super bien pensé. Donc voilà, j'ai passé un excellent moment de lecture. C'est peut-être pas mon préféré, moi j'avais beaucoup aimé La Maison des Voix qui était le précédent, mais vraiment celui-ci est de très très bonne facture, donc n'hésitez pas à le découvrir. J'ai ensuite lu un autre thriller, c'est Matrice de Céline Dangean, publié aux éditions Marabout dans leur collection Black Lab. Et je remercie Marabout de m'avoir proposé de découvrir le nouveau Céline Dangean. Il m'avait déjà proposé de lire l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière, Le Cercle des Mensonges, qui en fait était pour le coup le tome 4
d'une saga avec les mêmes enquêteurs et j'avais pas lu les tomes précédents. Je crois que c'était La fille de Cali, le tome 1, après il y avait Le Cheptel qui est le plus connu et Double Amnésie, sauf que moi je les avais pas lus, donc c'est vrai que même si j'avais beaucoup aimé l'enquête de ce tome 4, j'avais pas le fil rouge on va dire, du coup j'avais pas autant apprécié que ce que j'aurais dû. Alors que là dans Matrice on est sur un one shot avec des nouveaux personnages, des nouveaux enquêteurs. On est du côté de Tarbes, près d'une autoroute, et une jeune femme est en train de courir le long de l'autoroute. Il pleut, il fait presque nuit, c'est vraiment une scène de déluge et elle va se faire renverser par une voiture qui va s'arrêter en panique. Un homme descend pour lui venir en aide. Il découvre cette jeune femme noire, enceinte jusqu'aux yeux, qui saigne abondamment. Il est un peu paniqué et la voiture qui va s'arrêter derrière lui, par chance c'est un médecin qui en sort, donc il va l'aider à sécuriser la zone et à venir en aide à cette pauvre jeune femme. Malheureusement, elle fait une hémorragie, ils vont rien pouvoir faire et elle va décéder, mais juste avant de mourir, elle va dire une dernière phrase en anglais: Escape from the car, save the others. Donc bon, excusez-moi pour mon anglais, mais en gros ça veut dire échapper de la voiture, sauver les autres. Ce qui laisse présager le pire, qu'elle a été potentiellement séquestrée, capturée et qu'elle a arrivé à se libérer et que probablement il y a d'autres personnes qui sont encore maintenues en captivité. Voilà en tout cas le pitch de base. Et donc on va suivre Louise Caumont, la gendarme Louise Caumont et son assistante, enfin son bras droit Violaine Menou, qui est aussi sa meilleure amie, et leur équipe de la brigade de recherche de Tarbes, qui vont enquêter pour découvrir qui est cette mystérieuse jeune femme inconnue de la D44. Pourquoi elle a dit cette mystérieuse phrase? Est-ce qu'il y a un trafic d'humains derrière tout ça? En plus elle était enceinte, donc est-ce que ça a un lien aussi? Donc voilà, ce qu'elles vont découvrir est assez effroyable. On va être sur la thématique de la maternité, de la grossesse, mais aussi de la PMA et d'un sujet encore plus controversé en France qui est la GPA, donc la gestation pour autrui, et est-ce qu'il y a des trafics voilà, de bébés. Donc c'était vraiment hyper intéressant, j'ai adoré cette enquête qui est hyper bien ficelée. On sent qu'il y a quand même des recherches qui ont été faites et que la résolution de l'enquête ne tombe pas toute cuite du ciel. Les enquêteurs se démènent pour trouver la résolution finale. En plus c'est servi par la plume de Céline Dangean qui est absolument assez réaliste, très incisive, mais à la fois terriblement efficace. Ça interroge aussi voilà, cette thématique de la maternité et aussi des dérives que ça peut engendrer et les dérives faites aux femmes en fait. Jusqu'où on est prêt pour le désir d'enfant, enfin voilà, ça interroge toutes ces questions-là et c'était vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé cette enquête. Donc n'hésitez pas aussi à le découvrir parce que c'était un très très bon thriller. Maintenant je passe à une note un petit peu plus joyeuse, un petit peu plus légère on va dire, avec le tome 4 des enquêtes d'Anna Swanson. Donc c'est Meurtre et tarte au citron meringué, donc c'est toujours de Joanne Fluck et toujours publié chez Cherche Midi. C'est un tome 4 d'un cosy mystery gourmand dont je vous parle beaucoup. Moi j'aime beaucoup ces enquêtes où on retrouve donc Anna Swanson qui est une jeune trentenaire qui est pâtissière, qui tient une boutique de cookies un peu salon de thé dans une petite ville qui s'appelle Lake Eden, qui se situe aux États-Unis, je crois dans le Minnesota, et où tout le monde se connaît, c'est une ambiance bon enfant. Dans ce tome-ci, donc on la retrouve, on est à fin juin, début juillet. Anna et son associée Lisa préparent donc les festivités du 4 juillet, puisque c'est la fête nationale aux États-Unis. Toute la ville se prépare à cette fête, à ce défilé, il y a des chars, etc. qui vont défiler. Et puis on retrouve aussi Norman, qui est l'ami de cœur de Anna et qui est dentiste. Il va acheter une maison, la maison de la défunte tante de Rhonda. Ils vont signer les papiers et en fait Norman projette de faire venir les démolisseurs pour raser la maison et construire une nouvelle maison. Sauf que Rhonda demande à Norman si elle a le droit de passer le dernier week-end dans la maison de sa tante pour récupérer des affaires. Évidemment Norman accepte. Et le lundi matin, Norman accompagné de Anna et de sa mère Dolores vont faire une visite pour récupérer encore des affaires pour la boutique d'antiquités de Dolores. Sauf qu'au bout d'un moment, Anna, ne voyant pas sa mère revenir de la cave, elle commence à s'inquiéter, donc elle appelle sa mère pour savoir si tout va bien, et Dolores remonte, elle est pâle comme un linge, et lui dit mais qu'est-ce qui t'arrive?
Et Dolores dit il y a un cadavre dans la cave. Donc évidemment Norman et Anna vont aller vérifier et ils vont tomber nez à nez avec une basket qui est absolument reconnaissable. Et dans cette basket il y a un pied qui appartient à un corps qui est mort et qui n'est autre que Rhonda elle-même. En bazar monstre, il y a des pots de confiture qui sont renversés, des étagères où stockées la tante de Rhonda, des pots de confiture. Cette fois-ci, Anna décide de ne pas enquêter parce qu'elle se fait taper sur les doigts à chaque fois par son beau-frère Bill, qui est le policier de la ville, et Mike, qui est son supérieur hiérarchique et qui est aussi un petit peu en crush avec Anna. Donc là elle se dit c'est bon, à chaque fois je me fais engueuler, pour une fois c'est pas moi qui découvre le cadavre, c'est ma mère et je vais laisser la police enquêter. Sauf que tout le monde va lui dire Anna enquête s'il te plaît, enquête, il faut trouver le coupable qui est le meurtrier de Rhonda. Donc elle finit par se convaincre, enfin se laisser convaincre d'enquêter parce qu'elle a des talents hors pair d'enquêtrice et puis elle a une relation avec les gens qui est différente de la police et du coup voilà, les on-dit, les cancans, voilà, elle arrive à avoir des infos que la police n'a pas. Donc voilà, elle va s'embarquer dans cette enquête, épaulée bien sûr toujours d'Andrea, sa sœur. Et voilà, donc elle va résoudre ce meurtre encore une fois. C'est toujours du cosy mystery, super gourmand, c'est feel good. Alors oui, c'est cousu de fil blanc, oui, il y a plein de clichés, de stéréotypes. Ça a été écrit au début des années 2000, donc forcément il y a des choses qui passent plus trop aujourd'hui. Mais bon, voilà, si on pose le cerveau et qu'on accepte ça, on passe toujours un bon moment de lecture. C'est un plaisir coupable, pas tellement coupable finalement. Si vous aimez le Cozy Mystery, n'hésitez pas à lire cette saga. Et puis si vous êtes au tome 4, n'hésitez pas à vous le réserver pour cet été, ça sera parfait à lire au bord de la piscine avec un mojito ou une petite limonade. Et enfin, je termine ce bilan lecture avec une lecture mais tellement géniale. Zola, évidemment, vous savez si vous me connaissez que je suis une inconditionnelle de Zola, mais là ça faisait 2 ans que je n'avais pas lu un Zola, un tome de la saga des Rougon-Macquart, et donc là j'ai sorti La Conquête de Plassans qui est publié au livre de poche. J'aime bien ces éditions un petit peu vintage et quel plaisir de retrouver la plume de Zola, ce côté naturaliste, réaliste qui nous plonge en plein cœur du 19e siècle. On a vraiment l'impression de voyager dans le temps et c'est ce que j'adore. Donc là c'est le tome 4 de la saga des Rougon-Macquart. Moi j'avais lu, j'en ai lu un peu dans le désordre, mais c'est vrai que j'avais repris le 1 et le 2 dans l'ordre. Le dernier que j'ai lu, c'était le tome 2 La Curée il y a 2 ans. Mais comme je n'avais pas le tome 3, Le Ventre de Paris, dans ma pile à lire, j'ai enchaîné avec le tome 4. Ça gêne pas de ne pas les lire dans l'ordre, mais bon. C'est juste qu'on voit la généalogie apparaître au fur et à mesure. Donc là, dans ce tome 4, on est à Plassans, donc cette petite ville inventée par Zola qui se situe du côté, on va dire, d'Aix-en-Provence. Et on va suivre la famille Mouret, donc François Mouret et sa femme Marthe, anciennement Rougon. Donc Marthe qui est Rougon et Mouret qui vient de la famille Macquart. Ils sont cousins-cousines mais ils sont mariés, apparemment à l'époque. Ça gênait pas trop. Ils ont 3 enfants, donc Octave, Serge et Désiré, et ils vivent dans une grande maison avec un jardin, voilà, c'est plutôt paisible. Ils ont aussi leur cuisinière, Rose, qui a un caractère bien trempé, c'est un personnage assez sympathique, assez marrant. Et leur maison se situe en fait entre le jardin de la sous-préfecture, où voilà, il y a tous les mardis, je crois, il y a des soirées à la sous-préfecture. Et puis, je sais plus si c'était le jeudi, le mercredi, de l'autre côté, à droite, il y a le jardin de la famille Raspoil qui est en fait les opposants politiques de la sous-préfecture. Donc la maison des Mouret en fait fait figure de terrain neutre, ils sont entre les deux. Et même politiquement, ils sont un petit peu entre les deux, notamment François Mouret. Parce que là tout va bien, ils vivent une vie de bourgeois paisible de Provence. Sauf que un jour, sans consulter sa femme, Mouret va décider de mettre à la location le 2e étage de sa grande maison. Et ni une ni deux, très rapidement, il va trouver un locataire, ça va être l'abbé Faujas accompagné de sa vieille mère qui vont débarquer de Besançon un peu précipitamment, un peu du jour au lendemain comme ça, et ils vont s'installer au 2e étage de cette maison et ils vont être un petit peu bizarres, ils vont être très discrets, on les voit jamais, ils ont toujours les rideaux fermés, on les entend pas marcher ou descendre les escaliers, enfin on sait pas ce qu'ils font. Pour le coup c'est des locataires qui sont
quasiment invisibles. Mais pourtant Mouret, lui, ça l'intrigue, il va essayer de les espionner, de comprendre qu'est-ce qu'ils sont, d'autant plus que l'abbé Faujas traîne derrière lui une sombre histoire, une petite réputation de Besançon, donc voilà, il va essayer de... Voilà, en tout cas l'abbé Faujas ne fait pas l'unanimité auprès du village quand il arrive, mais petit à petit il va réussir à conquérir les cœurs et les habitants, les lieux, etc. Et ça va être l'envahissement petit à petit de Faujas. Petit à petit, il va prendre de l'ampleur au niveau de l'église, de l'évêché, etc. Il va aussi, alors sans rentrer trop dans la politique, il va être avec les uns, avec les autres. Et puis aussi, littéralement dans la maison Mouret, il va prendre de plus en plus de place. Et ça va se faire au détriment vraiment de cette famille Mouret qui se fait grignoter littéralement petit à petit, mais sans s'en rendre compte, parce que entre le début du roman et la fin, je crois qu'il s'est écoulé 5 années, et ça se fait insidieusement. Je trouve que ce livre porte terriblement bien son nom, La conquête de Plassans, mais ce n'est pas une conquête comme on pourrait se l'imaginer, qui soit très martiale et très triomphante. Au contraire, c'est une conquête qui est sournoise, qui est insidieuse et qui se fait avec la manipulation mentale, etc. Et voilà, j'ai beaucoup aimé les thématiques abordées dans ce livre, notamment la thématique de la rumeur, la thématique de la folie. Le génie de Zola, c'est d'insuffler du glauque dans la banalité du quotidien. Et ça, c'est terriblement génial. Et en plus de ça, le final, mais le final, les gars, j'avais pas vu venir ce rebondissement à la fin qui est grandiloquent, qui est digne d'un film de Tarantino. C'était génial. Vraiment, j'ai adoré. Et puis on voit que petit à petit, en fait, rétrospectivement, on se rend compte que Zola a disséminé des indices, a placé ses pions tout au long des pages pour en arriver là, à ce final. Et c'était tellement jouissif, tellement génial, pour moi c'est du pur génie. Donc vraiment n'hésitez pas à lire Zola parce que c'est juste trop bien. Voilà pour moi, c'en est tout pour ce bilan lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et à laisser un commentaire, je serai toujours ravie de vous lire et d'échanger avec vous. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, ça fait plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!